soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur France Info. C'est parti pour 3 heures d'information, de reportage, de décryptage, d'analyse avec nos spécialistes et nos invités. Et pour les journaux, pour l'information, c'est Muriel Jans, bien sûr. À la une ce soir, Muriel. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Écoutez, sans surprise, les élections européennes, c'est le dernier jour pour la campagne et puis les candidats mettent le paquet pour convaincre les électeurs à aller voter. Bien, on en parle dans un instant dans le journal, mais d'abord un œil au sommaire de ce 17-20. À 17h15, on parlera sport avec Arnaud Matteoli. À 17h50, on parlera du lait. Les producteurs ont du mal à vivre de leur travail, vous le savez. Jean Lémarie reçoit Yves Legros, président de Saint-Dié. 18h, le grand journal. On reviendra notamment sur la démission de Theresa May. Et puis 18h30, le Zoom Actu. C'est le dernier jour de campagne pour les européennes. Vous le savez, Daïk Odoui, notre éditorialiste politique, et puis aussi Eddy Vautrin du Maine de chez Kantar. Nous analyserons avec eux, nous serons avec eux pour analyser les toutes dernières tendances. Tout de suite, c'est votre journal, c'est 17h. Muriel Jans, les infos. Merci Frédéric. Merci d'être avec nous sur France Info. Dernières heures de campagne pour les candidats aux élections européennes. En France, elle s'achève ce soir avant le vote de dimanche. Daïk Odoui est avec nous pour analyser notamment le dernier sondage. Theresa May annonce sa démission et ce sera le 7 juin. La première ministre britannique n'a pas réussi. Elle regrette de ne pas avoir trouvé un accord de sortie de l'Union européenne. Il est désormais possible de rouler à 90 km/h en Haute-Marne sur certaines routes secondaires. Le conseil départemental vient de voter l'abandon des 80 km/h. C'est le premier département à prendre cette mesure depuis l'assouplissement promis par Édouard Philippe. La campagne des élections européennes en France se termine ce soir à minuit en métropole. Le vote, c'est dimanche. Samedi, en Outre-mer, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille pour tenter de mobiliser les électeurs. Julien Gasparuto. Merci mes amis. Ils sont toujours au coude à coude dans les sondages, loin devant les autres partis. Mais selon une dernière estimation, le Rassemblement national creuserait l'écart devant La République en marche. 24,5% d'intention de vote pour les premiers, 23% pour les seconds. Derrière, LR est crédité de 13%, Europe Écologie Les Verts 9%, La France Insoumise 7,5%, PS et Place Publique 5,5%. Des sondages qu'espère déjouer Raphaël Glucksmann, regonflé par la probable victoire des travaillistes aux Pays-Bas, selon une première estimation. Les travaillistes en Hollande étaient donnés par les sondeurs à 9%. Ils ont fait 18%. Pourquoi ? Parce qu'au dernier moment, les électeurs et les électrices de gauche ont sondé leur cœur. Ils ont voté en fonction de leurs convictions. Et s'ils étaient de gauche, ils ont voté à gauche. Ils ne se sont pas laissés voler leur élection. Ils ne se sont pas laissés imposer un duel entre libéraux et nationalistes. Ils n'ont pas voulu faire barrage. Ils ont voulu voter pour une Europe sociale et écologique. Et il faut qu'il se passe la même chose en France. Même tonalité chez François-Xavier Bellamy, qui rappelle les forces en présence au Parlement européen. On va voir de nouveau apparaître deux groupes qui sont en réalité un grand groupe de la gauche et un grand groupe de la droite. Et la réalité du match qui a été vendu aux Français pendant cette campagne ne correspond pas à la réalité du clivage européen. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera ce soir sur les réseaux sociaux pour inciter les jeunes à aller voter. Daïk Odoui est avec nous. Daïk, les candidats ne ménagent pas leur peine à 2 jours du scrutin, on le voit. Oui, fin de la campagne à minuit. Après, vous n'avez plus le droit de faire campagne. Donc, ils jettent leur dernière force. Certains étaient à la marche pour le climat à Paris. C'est le temps des derniers meetings. François-Xavier Bellamy sera, par exemple, en plein air à Paris. Yann Brossat sera à Martigues. Benoît Hamon sera à Rennes. Et puis, Marine Le Pen, elle est à Hénin-Beaumont ce soir, enfin, en fin d'après-midi. Elle a tenu une conférence de presse dans laquelle elle appelle au vote utile les électeurs potentiels de LR et de Debout la France, de Dupont-Aignan et de M. Bellamy, en disant, si vous voulez vraiment faire barrage à Emmanuel Macron, votez pour moi. Et auparavant, dans un tweet assez violent, elle cible Emmanuel Macron, on va le voir, elle écrit ceci: « Chers Français, gardez bien à l'esprit toutes les humiliations que Macron vous a fait subir. Voulez-vous voir triompher Macron dimanche soir ?» Signé MLP, c'est-à-dire que c'est elle qui tweet. Et c'est assorti d'un petit clip de toutes les phrases que l'on reproche à Emmanuel Macron, considérées comme condescendante. Un mot sur le dernier sondage, Daïk ? Oui, dernier sondage qui place Rassemblement National en tête avec 1,5 point d'avance sur En Marche. En Marche qui aura l'occasion de répondre à Marine Le Pen ce soir puisque la liste tient un dernier meeting et la Mutualité. Et surtout, Emmanuel Macron va s'exprimer
On l'a vu un peu après 18h sur une chaîne YouTube, celle de Hugo Travers, qui est un jeune étudiant qui est passionné de politique et qui interpelle évidemment les hommes et les femmes politiques, les élus. Il est là pour officiellement essayer de lutter contre l'abstention des jeunes, mais on verra s'il va aussi faire passer des messages plus politiques et des réponses au tweet de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Daïk. En France, 47 millions d'électeurs seront appelés à voter selon un dernier sondage pour France Info. L'abstention générale est estimée à 57%. On en parle avec Marion Mercier. Marion, est-ce que ce serait un record ? Non, 57%, ça n'est pas un record, c'est même dans la moyenne des 3 derniers scrutins européens en France, regardez, et c'est même en dessous des 59,4% du scrutin de 2009. Mais c'est vrai que cette abstention, elle a continuellement progressé en France. Parmi les détails de cette abstention annoncée pour dimanche, il y a ce chiffre, 70% des 18-34 ans s'abstiendraient d'aller aux urnes. Là aussi, ça n'est pas tout à fait une surprise, puisque lors du dernier scrutin, en 2014, ils étaient 73% dans cette tranche d'âge à s'abstenir. De manière générale, plus on vieillit, plus on vote, puisque les plus de 65 ans, eux, sont crédités d'un taux d'abstention à seulement 40%. Cela varie aussi en fonction des catégories socio-professionnelles. Plus vous êtes aisé, plus vous avez de chances de vous rendre aux urnes dimanche. Ce dédain pour les élections européennes, Marion, est-il généralisé à l'ensemble de l'Europe ? Alors si on regarde depuis le 1979, le premier scrutin, effectivement l'abstention n'a fait qu'augmenter en moyenne en Europe, 38% en 1979, 57,6% en 2014. On va regarder maintenant justement qui sont les pays qui s'abstiennent le plus. Eh bien en 2014, le record a été détenu par la Slovaquie avec une abstention à 87%. Parmi les 12 pays qui votent le moins, on en trouve 10 qui sont issus de l'ex-bloc soviétique. Et puis en Europe de l'Ouest, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal font partie des pays qui s'abstiennent le plus. Alors ça diminue ça augmente de manière générale, mais il y a certains pays qui votent un peu plus, d'autres un peu moins. Le vote obligatoire, surtout, a régressé. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout l'abstention qui progresse dans les pays les plus peuplés, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Pologne ou encore la Roumanie. Merci beaucoup Marion. Après la Grande-Bretagne et les Pays-Bas hier, d'autres Européens votent aujourd'hui, les Tchèques et les Irlandais. Image en Irlande, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 7h. La majorité des partis sont mobilisés pour adoucir les conséquences du Brexit sur l'économie irlandaise. Et puis aux Pays-Bas, il y a eu les premières estimations des résultats. Et c'est une surprise, les travaillistes devraient remporter ces élections alors que les eurosceptiques et les libéraux était annoncé au coude à coude. Theresa May jette l'éponge. Elle regrette de ne pas avoir réussi le Brexit. La première ministre britannique quittera ses fonctions le 7 juin. La voix étranglée par l'émotion, Theresa May s'est exprimée en fin de matinée à Londres devant le 10 Downing Street. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Et pour connaître les réactions à cette démission, on se tourne vers la rédactrice en chef du journal du Monde de France 24, Florence Thomazeau. Bonjour Florence, cette démission était attendue, vous nous l'aviez dit, et c'est la Commission européenne qui la première a réagi. Oui Muriel, c'est la première déclaration qui est sans équivoque pour la Commission européenne. La démission de la première ministre britannique Theresa May ne changera rien à la position des Européens sur le Brexit. C'est une idée, c'est un postulat qui est totalement soutenu par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Et comme nous disait Alix Le Bourdon, qui est notre correspondant de France 24 à Bruxelles, eh bien le Premier ministre irlandais aussi partage cet avis. Alors il explique qu'il est impossible pour les Européens de proposer un Brexit radicalement différent, un projet différent, même s'il y a un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Alors les partenaires de Theresa May ont par ailleurs salué son courage. C'est le cas d'Emmanuel Macron qui a parlé d'un travail courageux. Angela Merkel, la chancelière allemande, a elle aussi salué la décision et respecté la décision de Theresa May. Elle veut soigner sa coopération étroite avec Londres et se dit aujourd'hui partisane tout simplement d'un divorce ordonné, d'un Brexit ordonné très exactement. Alors il faudra patienter car le ou la successeur de Theresa May
jamais ne sera pas connu avant le 20 juillet. En tout cas, il y aura évidemment des élections au sein du Parti conservateur. Alors, en tout cas, celui qui est apparemment donné comme favori, c'est évidemment Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il est partisan d'un Brexit dur, sans accord de sortie de l'Union européenne. C'est bien sûr le scénario que redoutent absolument les Européens. Merci beaucoup Florence. Depuis France 24, une semaine après le mea culpa du gouvernement sur les 80 km/h, les élus du département de Haute-Marne sont revenus aux 90 km/h sur certaines routes de leur département. Le vote a eu lieu cet après-midi. Le reportage est signé Florence Griffon. La vitesse maximum autorisée sur cette route départementale de la Haute-Marne pourrait bientôt passer de 80 km/h à 90. De quoi réjouir certains automobilistes. Je pense que c'est une bonne chose et j'ai hâte que ça passe. Ce serait très bien, parce que personne ne le respecte en plus, parce que c'est vraiment aberrant de rouler à 80. C'est le souhait de Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental. On le fait en toute responsabilité. On n'a pas décidé de remettre l'ensemble du réseau départemental à 90. On a décidé de proposer 12% du réseau départemental sur les axes structurants, ceux qui sont les plus sûrs. Cela concernerait 476 km sur les 4000 du réseau départemental. Coût estimé pour changer les panneaux, 100 000 €. Cet après-midi, le principe devrait être voté par le conseil départemental. Cela fait suite au revirement d'Édouard Philippe, qui a finalement décidé de laisser le choix au département. Mais pour cela, il faut une nouvelle loi. Elle ne sera pas votée avant l'été. Pour le délégué à la sécurité routière, c'est donc loin d'être fait. Les automobilistes doivent rester vigilants. L'initiative qui est prise n'a aucune espèce de conséquence pratique pour les automobilistes. Pour l'instant, la vitesse sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central en Haute-Marne, c'est 80 km/h. Une quarantaine de départements seraient prêts à suivre l'exemple de la Haute-Marne, parmi lesquels l'Aube. La valse des panneaux va peut-être bientôt recommencer. Et on reparle des trottinettes électriques. Elles sont considérées par beaucoup comme l'un des meilleurs moyens de se déplacer en ville. Mais les accidents se multiplient. Lundi, dans la capitale, une mère et son bébé ont été percutés. La famille va porter plainte contre la mairie de Paris. Certains arrondissements mènent déjà des actions coup de poing pour sécuriser ce mode de transport. Virginie de la Haute Maison. Elles encombrent les trottoirs, abandonnées n'importe où. Certains Parisiens en ont ras-le-bol de ces trottinettes électriques. À côté, là, on a des petits trottoirs. Elles sont toujours garées perpendiculairement au trottoir. C'est bien qu'il faut descendre sur la rue pour les contourner. Au lieu des interdits, je pense qu'il faut plus aider les sociétés qui font ça pour pouvoir trouver une solution en fait, parce qu'en fait Paris c'est tellement bouché. Ça fait un peu moche, je trouve, toutes ces trottinettes abandonnées, et il faudrait donc trouver quelque chose, un point de collecte, quoi. Les opérateurs ont justement prévu ces emplacements où les trottinettes sont bien rangées une fois qu'elles ont été rechargées. On essaye de les mettre où ça gêne pas en général, mais bon, comme là, quoi, là, voilà, il y a la place pour que les gens puissent passer, qu'ils puissent les voir, parce que en fait, les gens, ils veulent les voir pour savoir où les prendre. Alors, après celui du 13e, le maire du 11e arrondissement a lui aussi décidé de frapper fort. Il a fait enlever les trottinettes de la rue de la Roquette, direction La Fourrière. C'est aussi le but de cette opération, c'est de faire prendre conscience aux opérateurs qu'ils ont une responsabilité. Ils savent envoyer des messages à leurs usagers. Lorsque vous rendez une trottinette, vous devez faire une photo. Donc ils peuvent très bien dire aux usagers qui se garent mal, le PV qu'on a pris ou la trottinette en fourrière, c'est vous qui allez la payer. Les opérateurs, qui pour la plupart ont signé une charte de bonne conduite avec la ville de Paris, disent vouloir trouver rapidement des solutions. Roland-Garros débute ce week-end, premier match de la compétition dimanche. L'événement, je vous le rappelle, est à vivre sur les antennes de France Télévisions. Le tournoi de tennis parisien présente un nouveau visage cette année, avec un central qui n'a plus rien à voir avec son ancêtre conçu il y a 80 ans, Nicolas et l'Andalousie. Dernier coup de pinceau et prise de marque pour Novak Djokovic, numéro 1 mondial sur un court Philippe Chatrier, flambant neuf. Pourtant, ici, il y a 10 mois, on a presque tout rasé. 85% de l'ancien cours ont disparu. Jour et nuit, 800 ouvriers se sont relayés pour réaliser un incroyable défi.
rebâtir le court central de Roland-Garros en moins d'1 an. Pari tenu, un nouveau monstre de béton et d'acier est né. Il a fallu renforcer considérablement la superstructure de ce cours, tout ce qui est charpente métallique. Et dans le cours Châtrier aujourd'hui, il y a en poids une demi-tour Eiffel de charpente métallique. Pour construire ce nouvel écrin, la Fédération française de tennis a investi 400 millions d'euros. Les 15 000 sièges ont été changés pour offrir plus de confort aux spectateurs. Loges et espaces médias ont aussi eu le droit à leur lifting. Mais si tout est neuf, l'histoire, elle, reste. Et ce qui n'a pas changé, c'est ça. C'est la surface de jeu, c'est la même depuis 1928. Le sous-sol, c'est le même. Il y a la sueur de M. Lacoste là-dessous. Dans les années 30, il y avait des sièges en bois. Dans les premiers rangs, mais des sièges en bois. Donc on revient un peu aux sources. Quand on a reconstruit ce stade, le socle est en béton, avec encore les croix de Saint-André, qui est l'histoire un peu du stade. Et plus on s'élève, on est en structure métallique. Depuis 2 ans, c'est tout Roland-Garros qui se refait une beauté. Après les cours annexes, le central est donc lui aussi prêt à accueillir spectateurs et joueurs. Premier frisson dans cette nouvelle arène dimanche. Mais le chantier n'est pas fini. Un toit rétractable va être installé pour la prochaine édition du tournoi. Voilà pour le flash, Marianne. Le JT même, pourquoi c'est un flash? Voilà, à tout à l'heure, on se retrouve à 18h, Muriel. C'est parti pour le sport.